fait de travailler ensemble, c'est de partager la connaissance, tout ça. Parce que là, c'est pas plutôt, ça pousse pas, plutôt chacun travaille dans son coin, partage pas la connaissance. Effectivement, tu te prends moins la tête à merger les choses de ton voisin, mais tu sais pas sur quoi il travaille. Et, ça, c'est un problème de... Ça n'a rien à voir avec Git ou avec... SVN en fait, là, je te disais, SVN t'impose de partager des connaissances tout de suite. Oui, voilà. Là, je te dis, tu partages la connaissance au moment où tu sens que c'est opportun de la partager. Opportun. Mais c'est pas un peu C'est-à-dire à toi de savoir ce qui est opportun. On continue? Regardez votre question pour la fin, on va voir si ça va être tout clair. Donc, troisième point. Non, troisième, mais d'abord, pourquoi je viens de ces maths, ensuite VDC, maintenant troisième. Vous ne suivez pas, alors là je suis déçu. Là. Déjà que vous arrivez en retard. Ok, donc, encore une fois, je le répète, pour la deuxième fois, hein, on prend ses connaissances, il faut la poubelle. Ah, je vous ai dit, un blague de merde, faut assumer. Alors oui, je suis désolé, hein, c'est pas fait pour vous, hein, j'ai fait depuis un an. Moi je suis un initié dans l'âme, hein, donc c'est pas pour rien, un guide a été fait quand même par un initié dans l'âme aussi. Le principe du NIX, c'est que quand on voit ça de loin, c'est assez compliqué. Ce qu'il faut pour apprendre Unix, comme apprendre Unix, c'est de dire, ok, il y a plein de concepts. Ce qui est intéressant, c'est de prendre chacun des concepts un par un. Quand on prend un concept un par un, ils sont pas très compliqués. C'est le fait de mettre les concepts ensemble qui donne la puissance. Et donc, quand on voit ça de loin, on dit, ouais, tu fais des trucs dans tous les sens. Mais attendez, ce qu'on va faire ce soir, on va prendre chaque concept un par un. Et vous allez voir que dans un concept un par un, c'est pas compliqué. Et vous allez vous dire, ouais, et évidemment, il faut non seulement les concepts soient simples, mais il faut aussi qu'ils soient correctement implémentés, qu'ils soient efficaces. Contrairement à la et effectivement, par exemple, quand... Linux Torvalds, la chose qui est souvent totalement stupide. Donc deux petites anecdotes qui me font marrer, parce que autant c'est pour bâcher SVN que pour les informations. Linux Torvalds a commencé à travailler à X, il a annoncé Git X plus 2, et à X plus 7, Git était auto-hébergé. Donc ça veut dire deux choses, Linux c'est codé, 2 savait quoi faire, et 3 maintenant c'est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait il ne s'est pas pris la tête. Il n'a pas voulu faire un truc très très compliqué, contrairement à SVN où ils ont voulu dès le départ faire un énorme machin. Et l'un à l'autre allait assez vite, et là on a la version 1.7.8, et c'est ce mode quand même qui est assez simple. Donc là, on est à SL par exemple. Des choses comme ça. Donc j'ai extrait 3 questions que j'aime beaucoup parce que je pense qu'ils valident un petit peu ce que j'essaie de faire. Tous les ans, il y a une enquête qui est faite avec plein de questions, il y a une vingtaine, une trentaine de questions, et j'en ai extrait 3 que j'ai trouvé extrêmement intéressant de corréler. La première question, donc en rouge, je les gens dans le négatif, en vert, les gens dans le positif. Qui est-il facile à apprendre? Donc 20% des gens ont répondu, j'ai eu du mal à apprendre. C'est un cinquième, c'est pas énorme, c'est pas négligeable non plus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un cinquième des gens qui ont dit, bon, c'est un peu chier quand même. Deuxième question, est-il facile à utiliser? Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a divisé par 2. Je présume que donc la moitié des gens qui ont dit que c'était difficile à apprendre, plus finalement c'est dur à utiliser. Donc une fois qu'on a appris, on a passé la phase d'apprentissage, c'est pas fini. Et la troisième question, c'est est-ce que vous êtes heureux avec Git? Et là, on divise encore par 2. On passe à 5%. Il y en a 95% des gens qui disent heureux, très heureux, on extase. Donc ça veut dire que ça met en exergue le fait que ce qui est important, comme souvent d'ailleurs, c'est la phase d'apprentissage. Il faut apprendre correctement les choses. Et on ne baille pas. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, voilà, je focalise plus sur l'apprentissage, sur les concepts. Se mettre à taper tout de suite, ah, j'ai pas de machine, machin, ça sert à rien, si on ne sait pas du tout comment l'utiliser. C'est d'abord apprendre les concepts, et vous allez voir que les concepts, une fois maîtrisés et appris, maîtrisés, ça va beaucoup. Donc, tout le monde peut y arriver. Même vous, développeurs de concept. .NET, pardon. Alors, qui est dans une phrase, grosso modo, si vous avez compris cette phrase, là, vous connaissez tout. Alors, Git est un gestionnaire de contenu, je tout va bien, encore que, stocké sous la forme d'un graphe acyclique objet, d'un graphe acyclique orienté, je vais apprendre plus changer, un graphe acyclique orienté, mathématiquement c'est pas la même chose, accessible avec des références.
ce guide-là, c'est ce qu'on appelle le guide front-end. C'est-à-dire c'est une outil qu'on utilise pratiquement tout le temps en tant qu'utilisateur de guide. Quand on a les commandes qui sont associées, ça s'appelle les commandes porcelaines. Prenez un bouquin sur le guide, on dit bon, ça s'appelle commandes porcelaines. C'est comme ça qu'elles sont appelées. Et la plupart, 80% des commandes, ça s'appelle les commandes plugin. C'est les commandes back-end qu'on n'utilise jamais. Et à la base, Linus Torvalds n'a fait que le back-end. Il a dit moi le front-end, je ne m'intéresse pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et si vous utilisez une Debian ou un Ubuntu, non, pardon. Vous avez encore des Cogito, vous avez des EasyGit. Les front-ends existent encore. Et maintenant, le front-end de base de Git est plus intéressant, bien qu'il ait, par moment, c'est un peu sa faiblesse dans le Git, il n'a pas été manque de cohérence, mais et de simplicité des fois. Mais il y a vraiment ces deux Git. Ce qui fait que quand il y a plein de commandes, il faut se souvenir qu'il y a toujours plein de commandes, plein de lignes qu'on ne voit jamais. Et le fameux premier commit de Git, c'est celui-là. Dans une commande, une fonctionnalité. Donc, pourquoi il y a 180 commandes, 70 commandes, c'est tout simplement qu'il y avait plein de fonctionnalités. Et à chaque fois, il a fait une commande, c'est une commande. Et vous voyez qu'il n'y a aucune commande qui a l'air de ressembler à une commande front-end. Donc, par rapport à l'enquête que je vous montrais tout à l'heure, ce que je trouvais important, c'est que souvent, la plupart des présentations, vous voyez sur le net, et même fait par Chicken, il vous fait des présentations débutants qui vous présentent les commandes, et présentations avancées sur les concepts. Et je trouve ça un peu ballot. Donc en fait, quand j'ai fait toutes ces présentations, j'ai fait 10 ou 15 présentations, j'ai dit non, on parlait de ça, on parlait de ça, on parlait de ça, on parlait de ça. Et c'est ce qui fait que ma phrase en général est un peu différente de ce que vous trouvez sur la net. Et c'est pour ça qu'en général, les gens comprennent. Alors, concept 1, on y va, on est sérieux. Concept 1, Git est un gestionnaire de contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est l'exemple d'un concept qui ne s'utilise pas au quotidien, mais qu'on trouve partout. Et qui va peut-être, je pense, déjà vous éclairer sur 2-3 points sur la différence, notamment avec SVN. On va comparer les deux back-end. Alors, ce qu'on appelle le back-end, c'est le point CVS, le point event, par exemple, et le point Git. Le point Git, c'est orienté contenu, on a dit, hein, en anglais, c'est un CVS, par exemple, on est orienté fichier, foncièrement. Dans un back-end orienté fichier, qu'est-ce que vous faites au début? Vous prenez un fichier, vous l'ajoutez, parce que l'index, la clé, c'est le nom du fichier, c'est son emplacement. Et à chaque fois que vous committez, en fait, il va faire des deltas, il va faire des diffs entre la première version que vous l'avez mis du fichier et ses successeurs. Ça vous parle? En Git, c'est pas du tout comme ça. En Git, vous ajoutez à chaque commit du contenu. D'accord? On n'a pas la clé qui est le fichier, ensuite le track, c'est à chaque fois vous demandez la clé du contenu. Ce qui, vous allez voir dans la commande Git add, change tout. C'est-à-dire que quand vous dites prends-moi, vous ne dites pas prends-moi ce fichier, vous dites prends-moi le contenu de ce fichier. C'est-à-dire que si vous changez le fichier, il faudra redemander de nouveau reprends-moi ce contenu. Il ne va pas traquer le fichier pour vous. Donc d'un côté on est delta, de l'autre côté on est, à chaque fois, on a le contenu global complet, et non pas un. Prenons 4 use cases, le plus simple, un peu plus rigolo, pour démontrer cette différence. Donc vous avez à droite, vous avez le contenu .cvs, par exemple un CVS like, le backend, et vous avez le working directory à gauche. Donc vous avez un fichier qui s'appelle avec un contenu, ma première version du contenu. Vous faites une première modif, une deuxième modif. Je suis en fichier, donc j'ai le contenu initial plus des diffs. Vous marquez si vous avez un souci. J'essaie d'aller doucement. Je sais que je parle de net. Ok, donc là, je reprends l'exemple tout à l'heure, et là, j'ai Git. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu 3 contenus qu'on a mis dans des objets rouges. Hein, c'est un terme technique, objets rouges. Et les objets bleus, c'est tout simplement des objets qui disent pour tel objet rouge, tel contenu, qui est dans tel objet rouge, il est sur tel endroit sur tel système. D'accord? Donc il y a 3 contenus différents, 3 objets rouges, et donc 3 objets blancs. Deuxième use case, enfin, cas d'utilisation, on va le français. Je prends un contenu, je change et je reviens en arrière. Donc j'ai mon premier contenu, je change une fois, je reviens en arrière. Sur un petit fichier, donc je trace les différentes modifications, je vois qu'il n'y a pas de changement au niveau d'un SVN. Git, il a dit quoi? Je suis orienté contenu. J'ai vu un premier contenu, j'ai vu un deuxième contenu, et j'ai revu le premier contenu. Donc je n'enregistre que le contenu que j'ai vu. J'ai bien vu que 2 contenus différents. 2 objets rouges,
clé, c'est mon fichier. Donc j'ai deux fichiers, donc deux clés. Git, il dit, je m'en fous de mon fichier. Je ne vois qu'un contenu. Donc un objet rouge. Par contre, je l'ai vu ce contenu, donc deux fichiers différents. Donc deux objets bleus. Tout va bien? Et le truc qu'on adore faire avec SVN, c'est renommer des fichiers. On kiffe le renommage avec SVN. J'ai un fichier, je le renomme, je le modifie, je le renomme. Et je le modifie. C'est classique dans un projet. On a un fichier qui s'appelle A, après 3 mois il revient B, 3 mois il revient C, 3 mois il revient A. Normal. Et bien là, ma clé dans mon fichier, je pense être un peu perdu. Vite, il dit, bah, j'ai vu 3 contenus différents. D'accord? 3 objets rouges. Que j'ai vu dans content, ensuite dans new, et après dans content. Donc 3 objets bleus. Vous voyez que quel que soit le cas d'utilisation, Git, tout ce qu'il voit, c'est du contenu. Donc un des objets rouges qui prend le contenu, et qui met quel contenu, un objet bleu qui dit où est-ce qu'il est ce contenu. Là, normalement, ça donne vous dire, ah, je pense que je commence à comprendre pourquoi dans un renommage du fichier TextEdit, ça ne marche pas. Donc dans un cas, votre clé, c'est le fichier, et donc dès que vous changez la clé, bah, c'est considéré problématique. Dans l'autre, votre clé, c'est le contenu lui-même. C'est pas le contenu lui-même, donc il est orienté contenu. C'est le contenu qui l'intéresse. Donc on peut deviner que c'est quand même plus facilement manipulable et optimisable sur une droite que sur une gauche. Maintenant, vous prenez un projet avec des fichiers. En .NET, c'est comme en Java, il y a plein de fichiers dans tous les sens, et dans tous les sens, c'est plus intelligent. C'est pareil. Ah ben, etc. Et puis quand vous renommez, ça change l'orgatoire aussi. C'est pas aussi con quand même. Non, parce que les mecs qui font du Java, c'est je fricote aussi avec les javaïstes, qui m'expliquaient que le SVN, il faisait un renommage d'une classe, ça renommait le fichier, ça renommait le répertoire, et c'est 3 heures en merge quand même. C'est extraordinaire. Donc, tous ces fameux objets rouges et bleus, pourquoi on les met? Il m'a donné que les valeurs. C'est une série 10, c'est une 4, ce genre de trucs. Tous nos SQL de base, c'est pareil. Vous avez deux commandes famille, on n'utilise jamais sauf en atelier pour dire ouais, on utilise des commandes famille, on les verra ensemble. Une commande pour pousser, pour créer des objets, une commande, enfin pour créer des objets, pour créer des contenus, une commande pour récupérer le contenu. Donc j'ai un contenu, je le pousse dans ma base de données avec les valeurs, et je récupère une clé. Inversement, je donne une clé, je récupère sans contenu. La clé. C'est quand même connu, elles sont accessibles. Évidemment. Si toi aussi, tu vas pouvoir te montrer en soirée que tu des commandes. Ah non, 4 c'est un truc qu'on fait, ces commandes-là, on les fait en atelier. Ouais, j'ai des commandes. Bon, je crois qu'en 1 an, je l'ai utilisé la première fois. Ouais, j'ai utilisé 4 moi. Après, j'ai bossé. Et tous ces objets ont comme clé une clé SHA-1. Qui ne connaît pas les clés SHA-1? Enfin, qui ne connaît pas SHA-1? Vous voyez MD5? Non plus. Si. Quand même. Si? Sûr? Ah, il faut s'exprimer dans la vie. Ok, bah, tout le monde connaît. Donc, tout objet est récupéré par une clé SHA-1. Qu'est-ce que c'est qu'une clé SHA-1? C'est une fonction de hachage cryptographique. Donc, ça s'arrive. En gros, vous donnez un contenu, il vous renvoie un identifiant. Vous changez le contenu, l'identifiant change. Donc ça vous permet d'identifier de manière unique un contenu particulier. Par exemple, le cas de MD5, quand vous récupérez un ISO, vous récupérez aussi le fichier MD5 qui va avec, vous faites le MD5 en local pour vérifier qu'il est identique à celui sur le serveur. S'il est identique, ça veut dire que vous avez téléchargé correctement le fichier ISO, et c'est une différence, c'est que l'ISO est différent. Ça permet de vous vérifier que c'est pas possible de travailler parce que votre ISO est pourri. Ben, la différence entre SHA-1 et MD5, c'est qu'il y a moins de risque de collision. Le but, c'est d'avoir de l'unicité. MD5, il y a un peu plus de collision. On s'en fout de la collision. Ce qu'il faut, c'est juste que ce soit pareil. SHA-1, quand vous avez beaucoup d'objets dans votre base, vous avez intérêt à avoir les mêmes règles. Sinon, c'est un peu bordel. Donc, les avantages du SHA-1, c'est donc évidemment cette histoire d'unicité. Et donc, on est en 10 puissance 48, 2 puissance 160. Pour vous donner une idée, si vous avez 1 milliard de développeurs qui committent par seconde, dans toutes les secondes, dans 1 milliard de secondes, on obtient 10 puissance 43 objets. Donc normalement, on est plutôt peinard. Pour vous donner une idée, je crois que le dépôt Linux, on est discriminant du 13e chiffre, pour tout objet. Donc il en reste quelques-uns.
évidemment, ça facilite la comparaison. Si même SHA-1, même contenu SHA-1 différent, c'est facile de comparer. Et ça permet aussi, parce que comme la clé n'est plus le fichier, maintenant facilement sur le fichier, mais plus sur un tes contenus, je peux avoir plusieurs fois le même contenu d'un fichier. Et là, normalement, vous devez comprendre pourquoi, dans SVN, vous avez un graphe à une seule branche. Alors, si vous ne voyez pas, c'est pas là où on va parler tout à l'heure. Je peux là avoir N versions du même fichier dans mon dépôt. Ça ne dérange pas dans mon. Voilà. Et tout est SHA-1. Autrement dit, les objets bleus, il est bien ce vidéoprojecteur, mais c'est rarement des couleurs aussi dans le truc à l'écran. Les objets bleus, on les a déjà vus. Les objets rouges, on les a déjà vus. Il manque les objets verts, qui sont les objets commits, évidemment. Ben, les commits, c'est aussi des objets clés-valeurs, enfin, dans la base de données clés-valeurs, avec un SHA-1. Donc pour ceux qui viennent de SVN, quand vous passez un mercurial ou vite, c'est assez perturbant, parce que vous avez l'habitude de 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, et là vous avez des SHA-1 dans la gueule. Donc vous avez des 1, 6, 79, 2, 7, 8. Ouais, c'est génial. Vous allez voir qu'il y a une façon de comprendre. Et donc, voilà comment ça fonctionne. Votre contenu est dans un objet blob. Le bleu, évidemment, c'est un objet tri qui, par optimisation, peut penser sur plusieurs objets tri. Mais grosso modo, un objet tri, quand vous lisez, vous dites, dis-moi, il va, il va pointer vers l'ensemble des fichiers de votre dépôt. D'ailleurs, ce qui veut dire qu'en Git, comme en Mercurial, si je ne me trompe pas, il va avoir des dépôts partiels. Un objet tri pointe vers l'ensemble des fichiers, un état stable de votre dépôt, à tout instant. Et vous avez un objet commit qui pointe sur un objet tri. Alors, l'objet commit et l'objet tri auraient pu fusionner. Mais pour des questions d'optimisation, parce que l'objet tri va être très gros, alors que l'objet commit est toujours plus petit. L'objet commit, il y a quoi? La date, le commit par an, ou les commits par an, il a la date, le committeur, l'auteur et la description. C'est petit. Alors que l'objet tri peut être assez gros. Pour une histoire d'optimisation, vous en séparez. Ok? Vous voyez que ça, c'est les astuces-là qui expliquent AG est assez similaire. Pas totalement similaire, mais rapidement très proche. Et donc, grosso modo, si je résume, quand je demande un commit, quand je demande un SHA-1 un commit, je pointe vers, grosso modo, tout le dépôt. Ça vous va? Ok. Il y a donc Git, il n'y a que les objets commits qui ont des relations entre eux. Il n'y a pas de relation entre les objets blocs, il y a de relation entre les objets tri. Un objet tri peut-il y avoir un autre objet tri pour s'optimiser? Imaginez que vous avez un commit, c'est juste un ajout de fichier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'ancien objet tri, il va dire prends-moi celui-là, plus rajoute-moi ta fichier. C'est une optimisation interne. Mais foncièrement, vous n'avez pas à vous occuper. La seule chose qui fait lien dans Git, c'est les commits. Et un commit pointe vers un contenu complet de dépôt. Donc, résumé du concept 1, orienter contenu dans fichier, donc on l'a vu, avec une base de données clé valeur, avec une clé en SHA-1, on a trois objets dans